Merci de me donner du coup l'opportunité de présenter ce projet. Donc c'est vrai qu'on est entre nous, c'est un petit peu plus facile. Là j'étais à Cambridge pour en parler dans la communauté internationale. C'est moins facile de parler d'agroécologie et de parler en fait de ce qu'on essaye de faire dans la transition avec des agriculteurs à des gens qui sont dans des systèmes plus intensifs. Je pense qu'en France on est quand même un peu en avance sur ces thématiques-là. Et du coup, on est surtout à des échelles qui permettent de travailler ces questions-là. Je pense que quand j'ai parlé du projet à Cambridge, là, en fait, le projet il est sur 1300 hectares. Dans certains pays, 1300 hectares, c'est l'échelle d'une exploitation. Donc en fait, nos systèmes, je pense, se prêtent mieux aussi à ces thématiques-là. Donc le projet R2D2, en fait, il a démarré en fait sur une question de gestion de ravageurs d'automne du colza. Donc ça, c'était vraiment le démarrage du projet, c'était ça en fait la question de base. C'était comment gérer les ravageurs d'automne du colza dans un contexte où les insecticides ne fonctionnent plus. Le contexte, c'est des insectes d'automne du colza qui sont résistants aux pyrétrénoïdes. Donc par insecte d'automne, on entend charançon du bourgeon terminal et l'altis d'hiver du colza. Et donc ça a été un petit peu un élément déclencheur, un peu un terreau fertile pour ce projet parce que les agriculteurs se retrouvaient à appliquer des produits qui ne fonctionnaient plus et ils étaient complètement débordés en fait par des pullulations d'insectes à l'automne qu'ils ne pouvaient plus gérer. Donc en gros, ce que je voulais vous montrer dans cette diapo-là, en fait, c'était ce qui pour moi fait l'intérêt de l'action collective territoriale parce que dans ce projet R2D2, on est bien dans cette thématique-là, que les agriculteurs puissent unir leurs forces pour gérer un problème qu'ils ont en commun. Donc ça se fait beaucoup pour la gestion de la qualité de l'eau. On n'imaginerait pas travailler sur la qualité de l'eau chacun sur sa ferme sans lien les uns avec les autres. Moi je pense que pour les insectes, en tout cas les insectes dits ravageurs de culture, ceux qui posent des problèmes, on a tout intérêt à travailler ensemble. Parce que ça correspond en fait à l'inverse un peu de l'eau qui est un bien commun. Là, c'est une nuisance collective et on a tout intérêt à travailler ensemble par rapport à ça. Donc ça, c'était un peu le postulat du projet. Et donc, en fait, ce qui est intéressant aussi de comprendre avec les insectes, qu'ils soient ravageurs ou auxiliaires, c'est aussi qu'ils vont utiliser différents compartiments en fait, du paysage. Donc là, en 1, par exemple, on a les cultures. On peut avoir aussi en 2 les intercultures. Des zones en bordure de champs ou en bordure de chemin qui peuvent avoir des ressources fleuries qui peuvent servir d'abri ou de fourniture de ressources, nectar et pollen pour les auxiliaires ou même d'abri pour les ravageurs parfois. Donc cette mobilité des insectes, leur capacité à aller un peu dans les différentes zones du paysage, ça fait je pense qu'on a tout intérêt vraiment à prendre un peu de hauteur par rapport à la gestion des insectes et à plus raisonner uniquement à la parcelle. Et dès lors qu'on veut travailler sur les habitats non cultivés, c'est plus facile de le faire quand on est dans un groupe et quand on prend un peu de hauteur par rapport au système. D'autre part, vous verrez en fait dans la présentation, quand on travaille ces questions-là en collectif avec les agriculteurs, on a la possibilité d'expérimenter de nouveaux leviers d'action, des choses qui vont avoir un impact plus important, toucher des surfaces plus grandes et donc potentiellement être plus puissant pour travailler cette question de gestion des ravageurs de culture. Et à l'inverse, les logiques d'action individuelles dans lesquelles beaucoup d'agriculteurs se retrouvent encore aujourd'hui, elles peuvent présenter des limites. C'est aussi pour ça qu'on a conçu ce projet. Déjà, c'est que l'action d'un agriculteur, par exemple, peut avoir un impact sur le voisin. Par exemple, quand on a une destruction des repousses de colza, on peut avoir des migrations d'altises, de petites altises chez le voisin. Bien sûr, tous les effets contre-productifs, en tout cas l'acquisition de résistance, c'est un élément assez fort et qui résulte aussi pour beaucoup de stratégies un peu individuelles et au coup par coup et basées sur la chimie. Et puis après, bien sûr, dans cette logique-là, il y a l'action aussi sur le paysage qui est très difficile dès lors qu'on est isolé chacun sur sa ferme. Donc en fait, je commence par justement vous montrer, alors c'est une mise à jour de 2022, c'est pas les dernières cartes qu'on a, ça a encore un petit peu évolué, mais pour vous montrer sur les 2 ravageurs majeurs du colza à l'automne, que sont l'altis d'hiver et le charançon du bourgeon terminal, pour vous montrer un état des lieux des résistances. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a différents types de résistances. En rouge, c'est les résistances les plus fortes, qu'on appelle super KDR.
qui ont vraiment, qui sont nés en fait ici en Bourgogne. Ça a été un peu le berceau de ces résistances-là, probablement parce qu'on avait des systèmes qui étaient assez simplifiés, des rotations finalement assez courtes, et puis du coup l'utilisation de cette famille chimique de manière assez exclusive à l'automne, et donc ça a généré ces phénomènes de résistance. Donc on est vraiment ici en Bourgogne retenu au centre, à l'épicentre de cette problématique de résistance. Donc ça a fait chuter assez fortement l'efficacité des produits, et ça a amené peut-être au départ à des traitements supplémentaires qui n'ont pas été efficaces, et à des insectes qui étaient totalement hors de contrôle à l'automne. À côté de ces phénomènes de résistance-là, quand on a essayé de comprendre avec les agriculteurs, ils sont venus nous chercher en fait en nous disant on n'arrive plus à gérer ces insectes-là. On a cherché à comprendre un petit peu ce qui se passait. Donc au-delà des travaux en lien avec les résistances, on s'est intéressé tout de suite aux régulations biologiques, et on a essayé de voir en fait sur le premier territoire du projet, parce qu'en fait on a eu une succession de 2 territoires. On a commencé à travailler sur un territoire et on a au bout d'1 an et demi migré sur le territoire de Courson que vous verrez cet après-midi. Le premier constat en fait sur le premier secteur, ça a été un déficit assez sévère au niveau des régulations biologiques. Vous voyez, donc ça c'est des parcelles de colza qui avaient été échantillonnées, sur lesquelles on avait prélevé des larves d'altise, et où on avait mis en fait ces larves en élevage pour voir en fait le parasitisme, pour mesurer leur parasitisme. Aujourd'hui, on n'utilise plus d'élevage, mais on utilise des techniques de biologie moléculaire, mais bon, ça revient un petit peu au même. Et en fait, vous voyez, on était sur la quasi-totalité des parcelles, à l'exception d'une, on était à 0 en termes de taux de parasitisme, ce qui nous a quand même un petit peu alarmé au début, et on s'est dit on a peut-être quelque chose à creuser, à comprendre, et peut-être quelque chose aussi à essayer d'améliorer sur ce secteur pour faire en sorte que les agriculteurs arrivent à baisser la pression des ravageurs de culture sur le colza. Donc c'était une entrée qui était très colza à la base, mais on a quand même pour vocation et pour envie aussi de travailler avec les agriculteurs sur l'ensemble des cultures de la rotation, en tout cas sur l'ensemble des cultures où il y a des enjeux insectes forts. On y reviendra tout à l'heure. Donc le projet R2D2, donc je vous ai mis en fait les partenaires qui étaient dans le consortium initial. Vous verrez que le projet il a évolué dans une deuxième version qui est aujourd'hui Concerto, on en parlera par la suite. Donc là vous avez en bas les partenaires qui sont indiqués. C'est un projet défi XP, Ecophyto, donc l'ambition première c'est d'essayer de se passer d'insecticides. On avait une cible à long terme de diminuer jusqu'à 0 au maximum en fait, les insecticides, qui de toute façon sur ces cibles-là étaient moins efficaces. On est sur un territoire des plateaux de Bourgogne, on l'abordera peut-être plus en détail cet après-midi, mais un territoire d'environ 1300-1350 hectares de grandes cultures. On est sur 10 exploitations, donc c'est un territoire qui est relativement contigu, des exploitations contiguës, des agriculteurs qui exploitent sur un même territoire. On est sur des sols à relativement faible potentiel, donc des argilo-calcaires superficiels avec une réserve utile relativement faible, et puis des capacités du coup de compensation pour la culture de colza qui sont assez faibles. Donc au démarrage du projet, en fait, avec les agriculteurs, alors vous savez, souvent quand on arrive avec un projet déposé à l'appel d'offres, on a les grandes lignes qui sont tracées. C'est important, quand on va travailler avec un collectif d'agriculteurs, de mettre ça sur la table et de voir comment on peut trouver des compromis, c'est-à-dire pour à la fois répondre aux enjeux que nous on pressent et faire en sorte que le projet corresponde vraiment aux attentes aussi des agriculteurs. Ça me paraît être un point nécessaire. Donc c'est une des raisons pour lesquelles avec le premier collectif ça n'a pas fonctionné, c'est qu'on n'a pas réussi justement, je pense, à trouver toutes ces synergies, et le groupe était peut-être dans un moment, en fait, il était peut-être pas prêt encore à travailler complètement ensemble, ce qui n'a pas été le cas du deuxième collectif, donc on en parlera peut-être après si vous avez des questions, mais avec le deuxième collectif, ce qu'on a souhaité faire, c'était vraiment établir une cible sur le long terme qui convienne à la fois aux porteurs de projets et aux agriculteurs. Donc ce qu'on a défini, c'était avec eux, c'était la volonté de pouvoir refaire du colza sur le territoire, parce que les surfaces, elles étaient réduite quasiment à néant. Je crois qu'on avait autour de 65 hectares de colza sur le territoire, alors qu'on a un potentiel de 250 à peu près.
Donc la volonté des agriculteurs, c'était de pouvoir refaire cette culture-là, d'atteindre un peu le potentiel en termes de surface et aussi en termes de rendement, puisqu'on est en potentiel autour de 3 tonnes hectares. Et on était à des rendements qui, au départ du projet, étaient plus proches de 1,5 tonne. Donc vous voyez, on avait volonté de doubler les rendements et de monter les surfaces autour de 250 hectares. Et puis, du coup, projet Ecophyto cible de réduire progressivement les insecticides à l'échelle du territoire. Donc on a bien une entrée territoire, on n'a pas une entrée ferme. Et ça a été de voir si on pouvait s'en passer et dans quelle mesure, sans dégrader, ça c'est important, sans dégrader les performances en fait des systèmes de culture des agriculteurs. Donc la démarche, les agriculteurs sont au cœur du projet, donc on a vraiment une démarche d'accompagnement. En fait, on essaye de créer des conditions qui soient favorables au changement. À la fois dans leur système de culture et en même temps dans leur façon d'appréhender la gestion des ravageurs de culture, dans leur schéma décisionnel. Donc, dans les mots-clés qui permettent un peu de résumer la démarche, on a les leviers agronomiques qui vont permettre d'aider les cultures à être plus résilientes par rapport aux attaques d'insectes. L'aspect lutte biologique par conservation, c'est d'essayer de renforcer les régulations biologiques en travaillant notamment sur les habitats et sur les pratiques. Et puis c'est vrai que l'action collective territoriale, c'est un peu ce qui qualifie ce type de projet où les différents acteurs se mettent ensemble pour adresser une problématique. On est aussi sur une notion d'observatoire piloté, c'est important de le souligner. Généralement, vous connaissez tous l'expérimentation au champ, micro-parcelle expérimentale, répétition, etc. Là, on n'est pas du tout dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'on a à la fois des suivis chez les agriculteurs en parcelle agricole avec une instrumentation des parcelles, on y reviendra. Et on a en même temps aussi des essais qui ont un but un peu exploratoire et un but d'animation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément bien abouties. Par exemple, je vais vous citer par exemple des essais qu'on a de technique push and pull sur la lentille ou du pois. En fait, on a pris un peu de bibliographie, on regarde un peu des plantes d'intérêt qui pourraient nous servir et on met des essais en place aussi pour animer le groupe, pour avoir des vitrines, pour avoir des choses à discuter sur le terrain. Et c'est aussi important pour nous que d'avoir de la référence acquise par ailleurs. Donc vous voyez, l'important pour nous c'est d'accompagner le changement, donc on l'a fait de différentes manières. On a vraiment un programme d'animation du collectif, un programme qui passe par des apports de connaissances, des formations, ça peut être aussi de diffuser en fait au sein du groupe des données ou des connaissances qu'on acquiert dans d'autres groupes d'agriculteurs. Donc on a fait pas mal de journées techniques, par exemple on a fait aussi on a fait des journées techniques autour de la robustesse des cultures, de tout ce qu'on observe en fait dans le réseau Berry au niveau du colza. On a pas mal de choses qui ont au niveau notamment de leviers agronomiques qui ont émergé de ce réseau-là, qu'on a transféré au groupe. On a fait des voyages d'études, par exemple on est allé en Suisse avec les agriculteurs pour spécifiquement les amener à voir ce que faisaient les agriculteurs suisses autour des infrastructures écologiques. Les Suisses sont pas mal en avance autour de ce qu'ils appellent des surfaces de promotion de la biodiversité. Donc on est allé voir un petit peu comment c'était fait chez eux, quels étaient les dispositifs incitatifs, comment techniquement ils s'y prenaient pour implanter ces surfaces-là, comment ils les entretenaient. Et donc l'idée c'était vraiment d'ouvrir l'esprit en fait aussi de nos agriculteurs pour créer des conditions favorables au changement. Donc on a aussi des ateliers collectifs, donc vous voyez ici en fait des agriculteurs autour d'une carte. Vous verrez plus en détail juste après ce qu'on peut faire en atelier collectif, mais l'idée c'est justement quand on veut travailler ensemble, d'avoir une idée du parcellaire, de où est-ce qu'on peut mettre certains leviers, notamment les aspects bandes fleuries et aussi les aspects interculture pièges que je vais expliquer après, qui sont une sortie intéressante aussi de ce projet-là, une sortie opérationnelle qui est aujourd'hui déployée sur pas mal de surfaces. Voilà, et puis après on a donc du coup apport de connaissances, tout ça. Après le premier point, on a tout ce qui est expérimentation, acquisition de références, ça j'en ai un petit peu parlé. On a une plateforme zéro insecticide chez Denis Perrault qu'on va voir cet après-midi,
qui est vraiment une démonstration de ce qui peut se passer quand on ne traite pas du tout les cultures avec des insecticides. C'est une plateforme qui fait 15 hectares, donc on en parlera tout à l'heure. Et puis, dans la partie 3, en fait, ce qu'on se donne aussi comme objectif et ce qu'on réalise, c'est d'évaluer en fait, les résultats par une approche multicritère avec l'utilisation de Cister. Donc on essaye de suivre un certain nombre d'indicateurs, à la fois sur les pratiques agricoles et puis sur des indicateurs plus liés aux régulations biologiques, aux pressions de ravageurs. Et donc l'idée, c'est pas comme en expérimentation classique d'avoir un traité, un témoin, c'est plus d'étudier une trajectoire, on part d'un état zéro et on voit comment on progresse finalement au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et on a aussi des mesures qui sont faites en dehors du territoire. Donc pour avoir un effet année et mesurer un petit peu ce qui se passe chaque année. Donc je vous ai mis, alors c'est pas forcément exhaustif parce que là je crois que j'ai que ce qui se passe sur le colza. On a fait d'autres types de mesures, notamment sur la bruche du pois. On a fait des mesures aussi pas mal en céréales sur des pucerons en début de projet. Je vous ai ciblé quelques exemples liés au colza, par exemple sur les taux de parasitisme. On s'intéresse à l'altis d'hiver, on s'intéresse au charançon du bourgeon terminal, au méligète. Je vous ai mis quelques méthodes du coup, qui sont utilisées pour déterminer ces taux, des fréquences de prélèvement ou d'échantillonnage. Au niveau de l'abondance des ravageurs, donc on verra dans la partie résultats, et on s'est vraiment fixé sur ces 3 ravageurs-là, en tout cas sur le colza. L'exposé d'aujourd'hui, il va vraiment être centré colza, parce que c'est vrai que c'est la culture sur laquelle on a le plus travaillé, parce qu'il y avait le plus d'enjeux insectes au démarrage. Voilà, donc ça je l'ai déjà dit, observatoire piloté. Les agriculteurs mettent en place des leviers qu'ils souhaitent, puisqu'en fait ils restent maîtres chez eux, on leur impose rien du tout, ça c'est une chose vraiment importante aussi. On n'a pas les moyens d'avoir une incitation financière. Souvent dans les projets défis, c'est un petit peu ce qui est reproché, c'est qu'on n'a pas de financement direct qui vont vers les agriculteurs, donc c'est vraiment à leur bon vouloir, suite au travail d'animation. Donc ils mettent en place les leviers. Nous, l'objectif, c'est de pouvoir mesurer en fait ce qui est fait. Et puis voilà, donc j'ai dit sur protéagineux, on a aussi fait des taux de parasitisme, au niveau de la bruche du pois, des taux de grains bruchés également. Là, on a une explosion de pression de bruche en fin de projet qui est assez impressionnante et qui a fait qu'on va s'orienter de plus en plus à travailler sur cette thématique, parce que ça devient un petit peu catastrophique. Donc là, en fait, c'est un schéma que je montre souvent, mais je trouve qu'il permet de résumer un petit peu l'ensemble des leviers. On va rentrer dans chaque axe indépendamment. Mais c'est pour vous montrer qu'une des sorties du projet, finalement, ça a été de concevoir et d'organiser cette stratégie en plusieurs axes avec les agriculteurs sur un couple ravageur auxiliaire qui était finalement assez problématique, altis d'hiver et colza. Donc en fait, si on part, on va dire, d'un pool d'insectes présents à l'échelle du territoire, vous comprenez que l'objectif final, c'est d'en avoir le moins possible sur la culture du colza. Donc c'est d'avoir moins d'insectes qui peuvent être dommageables pour la culture. Donc le premier type d'action qu'on a essayé de conduire avec les agriculteurs, c'est d'essayer d'augmenter le contrôle biologique. Vous avez vu sur la carte au début qu'on avait très peu de taux de parasitisme. Et donc là, l'objectif, ça a été de travailler avec eux sur l'augmentation des ressources en nectar et pollen pour ces insectes-là. Alors, on n'a pas uniquement une entrée parasitoïde, on essaye quand même de travailler un peu plus large, de ne pas se focaliser uniquement sur ces ennemis naturels-là, et d'avoir un peu de multifonctionnalité dans les habitats qu'on crée. En tout cas, avec les agriculteurs, on a essayé vraiment de commencer à réfléchir, à garder des espaces qui soient fonctionnels d'un point de vue de la biodiversité à côté des parcelles. Ça, c'est un premier axe de travail. Deuxième axe de travail, et qui pour moi est un petit peu le plus innovant et celui qui est le plus impactant en termes de surface, c'est ce qu'on a appelé les intercultures pièges pilotées. Donc l'idée, c'est d'utiliser les intercultures longues entre cultures d'hiver et cultures de printemps, qui ont donc dans ces couverts d'interculture des fonctions agronomiques, c'est d'introduire une plante de service qui puisse rendre ces surfaces-là attractives pour les altises et les détourner partiellement des surfaces de colza qu'on souhaite protéger. Donc en fait, dans des essais soit en condition de choix de l'altise ou dans des micro-placettes, puisqu'on a une plateforme expérimentale uniquement dédiée à ça, on s'est rendu compte que par exemple la navette ou le radis daikon étaient des espèces très attractives pour l'altise, qu'elle préfère en condition de choix au colza,
Et on s'est dit, si on intègre ces espèces-là dans les mélanges de couverts d'interculture, on va les attirer et potentiellement les détourner du colza. Donc on va aborder un peu plus en détail cette partie-là, mais ce qui est intéressant, vous allez le voir, c'est que là on travaille sur des surfaces qui sont quand même assez conséquentes avec le groupe, et c'est un levier qu'on évalue à l'échelle nationale avec divers partenaires et qui pour nous est très prometteuse. Et le dernier type d'action, le dernier axe en fait, c'est ce que nous on appelle sur le colza les aspects robustesse du colza. C'est d'essayer de combiner différents leviers agronomiques pour avoir un colza à l'automne qui est poussant, donc qui démarre vite, qui pousse vite, qui a une croissance dynamique et continue à l'automne et qui résiste mieux en fait aux pressions d'insectes qui finalement arrivent sur la culture. Donc j'ai mis association légumineuse à graines. En fait on a ce levier-là, il est connu comme étant relativement efficace pour augmenter cette robustesse du colza. Donc on le travaille avec les agriculteurs, hein, c'est notamment avec de la févrole. Il y a des travaux qui sont faits aussi aujourd'hui à Terra Innovia en lien avec la génétique, c'est-à-dire d'utiliser des génétiques qui ont une vigueur au démarrage, une croissance rapide au démarrage, qui vont permettre d'esquiver partiellement les attaques d'altise. Et puis on a aussi, c'est assez important, la notion de semis précoce. Là, généralement, ce qu'on préconise, c'est avant le 15 août, pour pouvoir avoir, vu qu'on est sur des sols quand même assez superficiels, et on peut avoir des déficits hydriques assez importants à l'automne, au niveau des pluviométries. Du coup, en semant tôt, on essaye d'attraper les premières pluies et d'avoir un colza qui démarre assez rapidement. Donc ce qui est intéressant, je trouve, dans cette approche, c'est l'histoire de combiner en fait des leviers, de l'échelle de la parcelle à l'échelle du paysage. Vous voyez, c'est un peu tout imbriqué. C'est de considérer à la fois les cultures et puis les espaces non cultivés qui sont des supports en fait, hein, pour la biodiversité fonctionnelle. Et puis de travailler aussi en concertation, de manière coordonnée, entre agriculteurs pour essayer d'aller finalement de ramer un petit peu dans le même sens et d'atteindre la cible qui a été fixée à l'échelle du territoire. Donc en fait, si je présente cet aspect-là, là je reprends les trois axes, hein, mais si je présente cette diapo, c'est pour vous montrer qu'un des premiers résultats du projet, c'est d'avoir réussi finalement à amener les agriculteurs à travailler ensemble et à déployer un certain nombre d'actions à l'échelle du territoire. Donc ça, c'est un résultat de l'évaluation à l'échelle territoriale. Donc vous voyez que sur l'aspect améliorer les régulations biologiques, alors on a on a une augmentation en fait des espaces non productifs et on a une augmentation aussi de l'aspect bande fleurie. C'est quelque chose qui a été travaillé par 4 exploitations sur le territoire. Donc il y a eu des efforts qui ont été faits par les agriculteurs pour semer ces espaces-là, pour essayer de les garder fonctionnels le plus longtemps possible. On y reviendra juste après. Mais l'idée, c'était bien de pérenniser ces espaces, qu'ils ne soient pas recolonisés en graminées rapidement et qu'ils puissent maintenir en fait une ressource florale sur le long terme. Donc après, c'est vrai qu'à l'échelle de 1000 hectares, on pourrait dire que c'est pas énorme en fait ces espaces-là. Il faut savoir que c'est un sujet qui a bien pris au début, où les agriculteurs étaient finalement assez enclins à le mettre en place, mais pour lequel ils ont eu à la fois des problèmes de gestion, c'est-à-dire il y a certains agriculteurs où il y a eu des bandes qui se sont complétées en graminées assez rapidement, donc un petit découragement par rapport à ça, et puis aussi c'est un levier qui soulève pas mal de freins, notamment par rapport au fait de sortir une partie des espaces cultivés pour les rendre entre guillemets non productifs, où vous savez que c'est productif d'un certain côté puisque ça nourrit des auxiliaires, mais pour les agriculteurs c'est vrai que c'est un frein qui est assez important. Donc là on est aujourd'hui en train de travailler pas mal sur comment lever un petit peu ces freins là pour l'adoption de ce levier. Pour l'axe numéro 2, qui est créer un milieu défavorable aux ravageurs par le biais d'interculture piège pilotée. Donc là, c'est, vous voyez, un levier qui n'existait pas forcément au début du projet parce il est né un peu de nos interactions avec les agriculteurs et de nos discussions. Et en fait, on a atteint des surfaces assez conséquentes. On a plus de 250 hectares d'interculture piège
272 exactement à l'échelle du territoire. Et en 2023, vous voyez, on a maintenu, sur ces années-là, on a maintenu ces surfaces d'interculture piège pilotées. Donc c'est un levier qui a bien pris parce qu'il est relativement facile à mettre en place finalement. Il suffit de rajouter des semences de radis dans le couvert d'interculture pour avoir ça. Maintenant, on pourra discuter plus en profondeur peut-être cet après-midi sur les différents facteurs qui font que ça fonctionne ou que ça fonctionne moins, parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc à la fois dans la structure du peuplement, dans la présence du radis, mais aussi dans comment c'est organisé à l'échelle du paysage. Vous imaginez que là, on est vraiment à travailler à l'échelle du paysage, donc il y a pas mal de choses qui ressortent. Donc sachez qu'en tout cas, ce levier, on a commencé à le mettre en place sur le territoire de R2D2, il est maintenant évalué à l'échelle nationale avec différents dispositifs, et donc les résultats dont on va parler surtout cet après-midi sera issu un peu de tous nos suivis à l'échelle nationale avec nos partenaires. Et puis pour le 3, en fait, tout ce qui est levier agronomique de robustesse, donc vous voyez typiquement sur les semis précoces, le fait d'avoir de l'accompagnement technique des agriculteurs, ça a aidé à pousser ce levier sur des surfaces assez conséquentes, finalement, un meilleur encadrement de la culture du colza par les agriculteurs et des semis vraiment dans le bon timing. Il y a eu, alors la fertilisation au semis, ça c'était déjà, en tout cas azote et phosphore, c'était déjà quelque chose qui pratiquait, donc ça s'est maintenu. L'association du colza avec de la févrole, en fait, on est monté à 65% des surfaces en 2021. Là, il y a un agriculteur qui a beaucoup de surfaces de colza qui avait arrêté, donc ça a rebaissé. Mais globalement, voilà, on a un pourcentage, vous voyez, entre à peu près 30% en fin de projet de colza qui est associé. Et puis tout le travail sur le choix variétal qui a aussi porté ses fruits, puisque c'était pas quelque chose qui était travaillé au départ par les agriculteurs. Et en fin de projet, on a toutes les surfaces pour lesquelles on a des variétés précoces à croissance rapide qui sont choisies. Donc ce qui est à retenir, c'est que les agriculteurs se sont mobilisés fortement. Ils ont travaillé à la fois sur des leviers agronomiques en parcelle et ils ont travaillé aussi sur des actions plus globales à l'échelle paysagère, comme des bandes fleuries pour les auxiliaires, et puis la notion d'interculture piège pilotée à l'échelle territoriale. Donc voilà pour ces premiers résultats. Maintenant, je vous propose en fait de rentrer un peu dans chaque axe et de voir un peu ce qui a été fait de manière un peu illustrée. Donc en fait, on s'est dit, au départ, on était parti sur des mélanges de couverts fleuris multi-espèces. Donc c'est des mélanges, certains vous le savez, qui peuvent être assez coûteux. Donc on était parti aussi pour faciliter l'accès aux semences des agriculteurs sur ce type de mélange-là. Je vous ai mis un mélange qui a été semé sur la plateforme qu'on verra cet après-midi. L'idée de cette technique-là, vous le savez, c'est de fournir de l'énergie pour la recherche des proies au niveau des parasitoïdes. Ça intervient beaucoup au niveau de l'activité de ponte et ça influence du coup les performances des parasitoïdes sur les taux de parasitisme. Et on s'est dit, tant qu'à faire, autant avoir un certain nombre d'espèces qui va fleurir de manière étalée et assez continue pour pouvoir aussi être favorable au CIRF par rapport à la régulation des pucerons et essayer d'englober d'autres ennemis naturels dans notre stratégie. Donc c'est des bandes pour la plupart qui font 5 mètres de large, qui sont donc là c'est la plateforme Zéro Insecticide, ça c'est une photo de la plateforme que vous verrez cet après-midi, mais les agriculteurs en bordure de champ, en fait on se met à environ 5 mètres de large pour ces bandes fleuries. Vous en avez une photo ici chez Denis l'agriculteur qu'on verra cet après-midi. Et donc on a eu aussi des questionnements parce que vous savez que ces bandes-là, souvent, il peut y avoir des dérives aussi d'azote qui arrivent, et l'azote va rapporter une fertilité dans ces zones-là et favoriser la croissance des graminées. Donc on a eu des agriculteurs qui ont eu beaucoup de présence de graminées dans ces zones et qui n'en voulaient pas. Donc on a fait des tests d'entretien avec différents matériels, donc des matériels plus ou moins anciens, pour essayer de déplacer les andins de fauche et éviter que finalement cette matière-là elle reminéralise et elle retourne au sol, parce que ça peut représenter des apports d'azote importants.
Et puis on a eu un test là récemment, alors je ne sais pas si ça va fonctionner sur la diapo d'après, mais on a récemment là fait des tests avec un matériel qui permet de faucher et de stocker en fait la matière, les résidus de fauche dans un caisson pour pouvoir ensuite le vider ailleurs et éviter que ça retourne au sol. Et en fait, on a fait différentes modalités pour voir en fait comment la bande fleurie comment dire, elle reprend derrière cette pratique-là. Nicolas, la fauche, elle était faite à quelle période? Alors la fauche, celle-là, là, ce test-là, et ça a été fait à peu près il y a, je dirais, 3 semaines. Donc c'était sur une végétation sèche bien avancée. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on l'a fait à ce moment-là parce qu'on a mis un moment à trouver aussi ce matériel-là. Ça faisait un moment qu'on cherchait à avoir un matériel qui nous permette de faire ce travail. Et donc il y a un agriculteur qui finalement l'a trouvé et qui se l'est fait prêter. Donc c'est pour ça on l'aurait probablement fait avant, mais voilà, là on l'a fait en sortie d'hiver. Et ça permet quand même on va dire de sortir de la zone tous les résidus ligneux, quoi. J'ai une question. Oui. Il y avait une fauche systématique. Vous avez une volonté de faucher annuellement. Oui. Pourquoi pas avoir fait le choix de la laisser en Alors évolution? Alors en fait, il y a des agriculteurs qui ont paniqué assez vite parce que ils avaient des graminées très hautes et en fait, c'est assez paradoxal, mais quand on est allé en Suisse, ces habitats, nous, qu'on essayait d'éviter finalement, des zones avec des graminées et tout ça, en Suisse, ils appellent ça des ourlets. Et c'est des zones de promotion de la biodiversité qui, pour eux, sont aussi intéressantes. Donc ça nous a changé un peu notre regard. Mais rapidement, les agriculteurs se sont dit, on est en train de se faire envahir. Et ils avaient peur de se faire envahir aussi dans les champs. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles, tu vois, on a entretenu, on a fauché ces espaces. Alors pas forcément tout de suite. Mais en fait, je pense qu'il y a c'est une chose à travailler avec eux, c'est tout ce qui est difficulté en fait à contrôler les apports d'azote à proximité avec une dérive, surtout sur des épandeurs à engrais où il y a des engrais solides. Je sais, il faudra qu'on en discute de ça, voir dans vos réseaux comment vous faites. Mais nous, on a eu pas mal de questionnements par rapport à ça, d'agriculteurs qui disent de toute façon, nous, on a du mal à le gérer ça, donc on est obligé enfin, il y en aura toujours. Donc autant essayer de trouver un moyen de faucher et d'exporter cette matière-là pour appauvrir le milieu et éviter que ça se réensemence et que ça se maintienne en graminées. Donc par rapport à la technique des intercultures pièges pilotées, donc c'est un petit dessin pour vous faire réfléchir un peu en termes de logique paysagère. Donc là c'est un exemple concret que j'ai pris sur le territoire du projet. En 2021 on avait 128 hectares de colza. Donc quand on imagine les altises à l'automne qui se retrouvent dans les éléments boisés, un peu semi-naturels qui sont en période d'estivation, quand elles sortent de leur période d'estivation, en fait elles sont prêtes à bondir sur le colza à l'automne. Eh bien sur le territoire du projet, alors là j'ai mis un picto en fleurs, il n'est pas en fleurs évidemment à l'automne, mais les altises elles ont uniquement ça comme surface attractive à l'échelle du territoire. Donc ça c'était si la technique n'était pas mise en œuvre, mais comme la technique de l'interculture piège est mise en œuvre, en fait ce qui se passe c'est que du coup on va avoir des zones d'interculture où il y a du radis et ces surfaces d'interculture où il y a du radis deviennent attractives pour l'altise et donc ce qui se passe c'est qu'on passe 228 hectares de surface attractive à 400 hectares au total, c'est-à-dire la somme des surfaces de colza plus les surfaces d'interculture piège. Donc le premier effet qui est attendu de cette technique, c'est un effet de dilution, c'est d'avoir moins d'adultes l'année N à l'automne sur le colza, puisqu'il y en a une partie qui sont sur les radis. Et le deuxième effet attendu, année N plus 1 et année suivante, c'est au final une réduction progressive des populations, parce qu'en hiver, on va détruire mécaniquement ces surfaces qui contiennent du radis pour détruire les larves qui sont présentes dedans et éviter que les adultes émergent et fassent un cycle de plus et recolonisent le milieu.
Donc vous comprenez que sur cette technique, ce qui est vraiment important, c'est de s'assurer que ces surfaces-là, on les détruise bien. Sans ça, on va booster les altises, d'autant plus qu'on a vu dans les essais que le radii avait un effet de stimulation de la ponte des altises, c'est-à-dire qu'on a plus de larves présentes dans les radis que dans les colzas. Il y a un effet de stimulation à ce niveau-là. Par contre, on s'est vraiment assuré, nous, avec des dispositifs de tente à émergence, qu'on avait bien destruction complète des altises et à des niveaux suffisants pour éviter les recolonisations. Donc ça a été vérifié dans le cadre, pas dans R2D2, mais dans d'autres projets. Et là-dessus, c'est OK, on n'a pas de souci au niveau de cet aspect destruction des couverts hivernales, destruction des larves dans les couverts. Donc là, je vous ai mis un peu une référence au niveau publication qui laisse entendre, en fait, c'est quelque chose qu'on discutait avec Alain, la notion de est-ce que finalement les régulations du biologique sont plus efficaces dans la gestion des ravageurs d'automne du colza, ou est-ce que c'est pas finalement un travail sur la ressource disponible à l'échelle du paysage qui peut nous permettre de diminuer en fait ces populations. Et cet article en tout cas explique bien, sharing the burden, c'est vraiment partager le fardeau, c'est de dire que plus il y a de surfaces attractives finalement, plus on va diluer, cet article parle de l'effet de dilution, on va diluer les pressions sur les cultures d'intérêt. Oui. Par rapport à la destruction et à la réduction des altises, donc la destruction du radis, est-ce que cette culture est vraiment exportée ensuite de la... Non, en fait elle n'est pas exportée, les couverts d'interculture là sont détruits en hiver mécaniquement, généralement en rouleau, par des rouleaux, on dit sur le gel, par une période de gel pour que ça se casse vraiment. Et donc c'est pas des cultures qui sont du coup qui viennent au bout, hein. L'objectif c'est bien de bénéficier de l'effet du couvert, mais c'est détruit mécaniquement, donc pas d'intervention de chimie là-dessus. Et donc c'est pas exporté, ça retourne au sol. D'accord, et ainsi, donc, et là on est sûr qu'une fois que c'est restitué au sol et tout, il n'y a pas du tout, même les altises qui étaient présentes avant la destruction, elles ne sont pas parties sur des cultures. Donc c'est une bonne question. En fait, les adultes, généralement, quand ils se posent sur une culture, les ailes s'atrophient avant de pondre. Et du coup, là, quand on détruit, les larves sont bien développées quand même, on est au stade larvaire, donc il n'y a pas de migration possible. Et quand les plantes sont cassées, du coup, la larve ne peut pas terminer son cycle au moment de la destruction. Après, elle ne peut pas finir en fait son cycle, puisqu'elle n'a plus, la plante haute. Nicolas, Oui. vous avez étudié l'effet de cette destruction sur les parasites? Non. Et Non. est-ce que tu penses qu'il y aurait un effet un peu délétère des populations de parasitoïdes? Est-ce que préférentiellement ils iraient sur les intercultures puisqu'il y a plus de proies ou pas? Alors les parasitoïdes, en fait ça pond au printemps, en fait le maximum du parasitisme est au printemps, donc c'est détruit avant, donc forcément on leur prive d'une partie de leurs ressources et c'est pour ça qu'on réfléchit, je pense que Mickaël va en parler cet après-midi, on réfléchit en fait à laisser terminer des bandes qui contiennent du radis dans les parcelles pour justement avoir l'effet boost au niveau des parasitoïdes qui puissent terminer leur cycle. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de larves. En fait, c'est impressionnant dans les radis, les larves qu'on a. Et donc, on réfléchit au-delà de l'aspect bande fleurie, à avoir ce que Mickaël appelle des bandes réservoirs d'auxiliaires. Alors, on est en discussion par rapport à ça. Mais voilà, il réfléchit à maintenir dans les parcelles en fait, des zones qui pourraient servir aux parasitoïdes pour terminer leur cycle. Il faut faire attention parce que c'est une bande réservoir d'auxiliaire, mais aussi une bande réservoir d'actises, et aussi en pluriannuel, bande réservoir d'hyperparasites. Les parasites secondaires, les parasites de ton parasitoïde de l'altisme. Donc, à bien réfléchir. Normalement, quand on est sur une stratégie de piégeage, regroupement, destruction, on n'a plus besoin des auxiliaires. Donc, les auxiliaires, on s'en fout, on les laisse. Ils se démerdent.
Et en tout cas, et ça permet aussi qu'ils se concentrent sur ton colza derrière. Parce que autant tu veux diluer la population d'actis, mais la population parasitoïde, tu veux la concentrer sur le colza. Ouais. Donc si tu détruis tous tes radis, toutes tes larves sur radis, normalement il n'y a plus que le colza qui est disponible. Donc à réfléchir les deux stratégies. Bah c'est pour ça, on est en réflexion par rapport à ça, et ça sera peut-être pas mal qu'on en discute cet après-midi. C'est vraiment des choses un peu exploratoires qu'on essaye de... On s'était dit, voilà, vu que c'est un réservoir, potentiellement ça pourrait permettre de maintenir à proximité du colza aussi des émergences de parasitoïdes, mais voilà, c'est encore à titre exploratoire, on est vraiment en réflexion par rapport à ça, et ça serait intéressant qu'on en parle cet après-midi justement. Coccinelle, ça a été montré, il y a des cycles pluriannuels de population de coccinelles qui sont dus à des cycles pluriannuels de parasitoïdes des coccinelles. Comme ce qu'on a exactement les courbes de l'Otka Volterra pour Du lapin et du parasitoïde, on a exactement la même chose pour parasitoïde secondaire. Okay. Donc si tu favorises le parasitoïde, tu favorises le second. Okay. Non mais c'est intéressant. Sur ce genre de truc, je me souviens qu'on se posait un peu ces questions-là sur mouche du chou à Rennes, avec les parasitos de la mouche du chou, et notamment éventuellement sur des stratégies un peu proches de l'augmentorium, de ce qui est utilisé à La Réunion, là, où en fait tu balances plein de ravageurs qui sont parasités dans un endroit qui est couvert de filets insect-proof, qui a une maille qui est suffisamment petite pour que le ravageur puisse pas sortir de ta cage, mais que le parasito, lui, comme c'est souvent un hyméno qui arrive à se faufiler, lui, il arrive à sortir. Et du coup, tu as tous tes ravageurs qui meurent dans cette cage. C'est surtout utilisé pour les ravageurs des vitesse, je crois, dans ces cas-là. Mais là, par exemple, pour la mouche du chou, on pourrait assez facilement, ça demande d'installer tout ça et de gérer cet augmentorium, mais voilà, ça fait une espèce de banque d'auxiliaires. Mais à l'échelle de grandes cultures sur des grandes parcelles, c'est autre chose, quoi. C'est pas juste une petite caisse d'un mètre par un mètre. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, parce qu'en fait, c'est sûr que on se posait ces questions-là aussi par rapport à l'intérêt des bandes fleuries, parce que c'est vrai que les bandes fleuries, on voit clairement l'intérêt en termes de concentration d'auxiliaires. Après, la question, c'est aussi comment les amener à migrer dans les parcelles où là, il y a les régulations à faire. Et d'autre part, l'intérêt aussi par rapport aux parasitoïdes, des ravageurs du colza, où on voit que par exemple après l'émergence des champs de blé, ils vont aimer aller sur des pissenlits en bordure de champs de blé ou sur des véroniques et tout ça, mais sur des espèces présentes dans les bandes, c'est compliqué aussi d'avoir des floraisons très précoces d'espèces qui vont être vraiment favorables aux parasitoïdes. Donc en fait, on est plutôt dans une réflexion un peu globale de dire, on essaye de rééquilibrer avec les agriculteurs la proportion d'habitat naturel, enfin semi-naturel par rapport aux cultures, pour avoir plus de régulation biologique, mais sans avoir quelque chose d'hyper ciblé finalement sur les parasitoïdes, parce que c'est quand même compliqué d'amener la ressource au bon moment, très tôt en saison. Nicolas, nous on a fait des analyses de données sur le réseau des FIFERM, et en fait on retrouve bien l'effet de la date de semours sur l'usage d'insecticides à l'échelle nationale. Et il y a un autre facteur parcellaire qui joue, c'est est-ce que tu laboures ou pas après le colza et avant la céréale, avec un effet très très net aussi. Ouais. Donc c'est vraiment plus la question de la mortalité de tes parasitoïdes plus que la ressource trophique. C'est vrai. C'est vrai, c'est le facteur numéro 1. Ici, là, j'avais mis limiter les effets non intentionnels. En fait, Denis Perrault, que vous verrez cet après-midi, est en semi-direct. Donc, effectivement, on a conscience de ça. Et vous verrez, on a aujourd'hui 2 agriculteurs supplémentaires qui passent en semi-direct, qui vont s'équiper ensemble, enfin, qui vont travailler avec un matériel commun. Justement parce que c'est vrai que au-delà de l'aspect ressources, on sait que quand on va travailler après le colza, même dans les premiers centimètres du sol, on va avoir des cocons qui vont être détruits. Et que tu fais bien de le préciser, c'est vrai que c'est un levier qui est hyper important. Par contre, c'est vrai qu'on a moins la main parce que là, c'est des investissements assez lourds pour l'agriculteur et en tout cas, il faut qu'il ait envie, lui, de passer sur un système complètement différent qu'est le semi-direct. Mais en tout cas, Denis pourra vous en parler. C'est pas forcément obligé de passer en semi-direct. C'est juste vraiment après la culture du colza. Oui, il faut implanter ta céréale. Si tu es obligé de... Ouais. T'es obligé de passer. Il sème ses céréales en direct. Du coup, si tu veux pas travailler le sol, tu es obligé de... Parce que sur le réseau des FIFERM, on en avait beaucoup. Pourtant, ils sont pas en semi-direct. Et comment ils travaillaient? Je sais pas, forcément. En tout cas, il n'y avait pas de...
En tout cas, ce qu'on sait, c'est que toute intervention culturelle qui va gratter le sol est préjudiciable. Alors après, pour l'émergence. Après, tout n'est pas supprimé, mais globalement, on voit qu'il y a un effet, surtout le labour, hein, c'est le plus... Ok, donc du coup, par rapport à ce troisième axe, limiter les dégâts en parcelle, en fait, c'est un petit peu le dernier élément de la stratégie. Alors, tout dépend dans quel point on se place, mais si en tout cas on se place par rapport à la population d'altise qui arrive dans les champs, ce qu'on veut, c'est avoir un colza dit robuste, croissance continue et dynamique à l'automne, qui permettent d'esquiver une partie des attaques ou d'avoir des attaques atténuées, des dégâts atténués sur le peuplement. Donc, avec là, je vous ai remis en fait les leviers qui sont travaillés. Et en fait, dans l'association du colza avec la févrole, en fait, on a des résultats qui montrent que les larves, la présence de larves dans les colzas est limitée par l'association avec la févrole. Donc là, en fait, on a ce graphe-là, en fait, il représente le pourcentage de plantes saines ici de colza par rapport au pois frais en entrée hiver. Et en fait, vous voyez que quand on est à des pois frais suffisants, au-delà de 1 kg, on a plus de chances d'avoir des plantes saines dans son peuplement, donc c'est-à-dire exemptes de larves ou avec moins de larves. Donc en fait, sur cette diapo-là, maintenant, je vous montre un petit peu des résultats de l'évaluation des performances tout au long du projet sur la culture du colza. Parce que, vous l'avez compris, le colza, c'est un peu, même si c'est pas notre unique culture qu'on souhaite travailler à terme, en tout cas, dans la première version du projet, il y avait un gros enjeu pour les agriculteurs par rapport à cette culture, à la fois en termes d'augmentation de surface et de rendement. Donc, je vous ai dit les choses tout à l'heure, mais vous voyez, en surface, on était quand même autour de 70 hectares en début de projet, des rendements assez faibles. 1,5 tonne, et voilà, en fait, l'objectif a été de pouvoir réaugmenter en fait ces surfaces de colza. Donc c'est un petit peu un des biais un peu de l'étude, c'est que tous les agriculteurs n'ont pas, il y a des agriculteurs qui n'ont pas toute leur surface sur le territoire. Donc il suffit qu'il y en ait un, par exemple, qu'une année qui n'ait pas de colza, ça va baisser un petit peu, mais globalement retenez qu'on a augmenté les surfaces de colza, qu'on a augmenté, stabilisé aussi les rendements qui étaient relativement faibles en début de projet. Alors après, par rapport à l'IFT insecticide que je vous mets ici, on est loin encore du zéro insecticide. On était sur une bonne lancée ici de réduction de l'IFT, mais en fait ici en 2023 on a eu une attaque de pucerons à l'automne, en fin de cycle, qu'on n'a traditionnellement pas sur le secteur et qui a fait que les agriculteurs ont traité. Donc ça s'est vu d'ailleurs sur la plateforme zéro insecticide qui avait des grosses pertes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas simple et que aujourd'hui, moi, ce qui m'a un peu alerté par rapport à ce type de projet-là, c'est qu'on a aussi le changement climatique qui est là au milieu et on a par exemple des criquets, il y avait pas des criquets italiens qui n'avaient pas dans les premières années du projet, qui sont arrivés là, qui font qu'au moment des semis, il y a des ravageurs qui sont nouveaux, des populations de pucerons en fin de cycle. Voilà, donc on évolue dans un contexte, on essaye de réduire ces pressions insecticides, mais aussi on a des difficultés qui peuvent être liées justement à l'introduction de nouveaux ravageurs qui sont liés au changement climatique, donc par-dessus, quoi. Je peux te poser une question là-dessus? Oui. Moi j'avais déjà le truc hier, donc j'ai déjà... T'as déjà noté des choses? J'ai déjà noté des choses. Ouais. Là, quand on regarde le rendement hectare, on voit il augmente, il passe de 1,5 à 2,5 en gros. Ouais. Et on voit du coup la marge qui augmente aussi. Ouais. Bon, ce qui paraît assez logique. Ouais. Par contre, en 2022-2023, on a le rendement qui se maintient à peu près et la marge qui chute. Et pourquoi cette marge elle chute? Je vous pose la question. Des idées? l'IFT. Mais c'est aussi cher. Ouais, mais en 2019-2020, l'IFT était supérieur. Ah bah si, il il a plu. En fait, ce qui joue beaucoup sur les charges, Chloé, en fait, c'est beaucoup lié au poste des intrants.
engrais, etc. Il y a eu, vous savez qu'il y a eu par rapport à la guerre en Ukraine, etc. Il y a eu aussi une augmentation très forte des matières. Par rapport, en fait, c'est le jeu, c'est l'effet ciseau, prix de vente et charge en fait, engrais et post-engrais, etc. Où finalement, ici, les rendements, il y a eu des bons prix de vente et finalement les charges qui n'ont pas augmenté tant que ça. Et ensuite, les prix de graines ont baissé et les charges ont augmenté. Et donc là, on se retrouve dans le pire des cas à avoir finalement cet effet ciseau qui est visible là. Donc en fait, s'ils s'étaient pas engagés dans la démarche, en 2022-2023, ils auraient une culture à perte. Probablement. Ouais. Donc en fait, par rapport à tout ça, en fait, on voit, donc vous rencontrerez Mickaël qui accompagne le groupe cet après-midi, tout l'intérêt justement de mettre de l'énergie pour amener des éléments techniques, mais pas que, au groupe, parce que ça me paraît être un élément vraiment clé. Souvent, on pense qu'en amenant de la technique, ça va résoudre l'ensemble des problèmes qu'on a, et en fait, il y a un vrai problème aussi d'aversion au risque et d'évaluation de ce risque par les agriculteurs qui a pu changer par l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des traitements qui sont réalisés parce qu'on a une vision du risque qui est important pour l'agriculteur, que l'agriculteur se dit par exemple si je ne traite pas là, je vais avoir ma parcelle saccagée, et finalement l'accompagnement permet aussi de relativiser, d'objectiver un peu cette compréhension du risque qu'il a du risque. Et donc on l'a vu, parce qu'en fait ce tableau résume pas tout, en fait on a fait aussi des entretiens semi-directifs avec les agriculteurs pour essayer de comprendre ce qui avait pu changer par rapport au projet, à l'accompagnement, sur leur perception du risque, sur les schémas décisionnels qui amènent à des décisions de traiter ou pas. Et on s'est aperçu qu'il y avait certains traitements qui étaient dits d'assurance, en fait, qui étaient faits on va dire de manière assez fréquente parce que l'agriculteur avait vraiment une peur de perdre beaucoup de rendement, qui ont pu être mieux maîtrisés, mieux compris grâce à l'accompagnement. Et donc ça a joué, on voit qu'il y a des traitements d'assurance qui ont été supprimés, la totalité d'ailleurs sur le colza, grâce à cet accompagnement, à ces discussions justement autour des seuils de risque, parce que c'est pas toujours facile. Si je prends par exemple l'exemple de la jaunisse sur l'orge, c'est vrai que c'est une maladie, donc le puceron est vecteur de cette maladie-là qui peut être très préjudiciable et pour laquelle qui est très visuelle aussi et pour laquelle les agriculteurs ont beaucoup assez peur en fait, parce que suite à l'arrêt des néonicotinoïdes, il y a eu des agriculteurs qui ont fait des impasses, clairement, qui n'ont pas traité et qui ont eu des pertes assez significatives. Et après ces pertes-là, ils se sont dit, bon, on va faire attention à cet usage-là, enfin à ce problème-là, parce que potentiellement on peut perdre beaucoup. Donc ça, on va dire, ça a amené un peu plus de vigilance, en tout cas par rapport à ça. Et dans les années qui viennent, on va aussi essayer de travailler ces questions-là. Donc là, je vous montre justement après l'orge d'hiver, justement pour voir un petit peu ce qui a pu être fait. Alors je précise quand même qu'on n'a pas eu d'accompagnement spécifique sur cette culture-là. Néanmoins, on a voulu prendre les données, observer un peu ce qui se passait, mais en fait, on n'est pas comme sur une culture de colza. On n'a pas identifié autant de leviers. C'est pas aussi simple de mettre en place des leviers. Toutes les solutions ne sont pas mûres, en tout cas sur cette espèce-là, hormis peut-être l'aspect variétal génétique. Mais en tout cas, du coup, voilà, je voulais vous montrer. Ici, ce que je vous dis par rapport à l'IFT, ici, on dirait, en tout cas, il augmente, mais c'est lié en fait au fait que c'est un peu un biais, c'est lié au fait que dans l'IFT, les traitements de semences ne sont pas comptabilisés, et auparavant, il y avait les traitements de semences néonicotinoïdes. Après l'arrêt des traitements néonicotinoïdes, il y a eu des impasses qui ont été réalisées, et après ces impasses, il y a eu des traitements aériens à base de pyrètre qui sont venus faire augmenter en fait l'IFT, et du coup voilà, c'est pour vous montrer aussi cet aspect-là qui est important. Dans ces chiffres-là, il y a des choses qu'il faut vraiment avoir en tête quand on explique ça, pour pas laisser entendre voilà, qu'on a tout simplement augmenté les IFT au niveau des
du territoire. Donc voilà, c'était pour vous illustrer ce point-là. Je ne vais pas pouvoir beaucoup en dire plus moi sur l'orge parce que je connais moins en fait cette culture, mais c'était pour vous illustrer cette notion en fait que parfois dans l'IFT, en tout cas sur l'IFT insecticide, il n'y a pas les traitements de semences et que ça peut amener des biais. Voilà, oui, ici ce que j'ai pas dit aussi, chose intéressante, j'ai ici là où il y a une étoile, en dessous, c'est que j'ai comparé en fait aux données défis, des fermes défis de Bourgogne, donc des fermes qui sont déjà impliquées dans des stratégies de réduction des intrants et qui sont accompagnées pour le faire. Donc vous voyez globalement, hein, alors à l'exception de ces deux situations-là, on est en dessous. Alors on est en dessous aussi au niveau des rendements parce que forcément à la plaine de Dijon, il y a aussi en Bourgogne des milieux qui sont plus favorables par rapport au rendement, mais en tout cas globalement on a fait une étude un peu plus poussée, je crois que je le déploie, je le montre après, et on est globalement très bien placé sur le projet par rapport à l'ensemble on a fait une petite comparaison par rapport aux fermes défis, donc on n'a pas pris que la Bourgogne, on a pris aussi la Nièvre et le Berry pour avoir un peu plus de références. Et en fait, je vous montre ici, en bleu, vous avez les références R2D2 et vous avez en fait ici la variabilité pour l'ensemble des fermes défis. Alors, on a utilisé les sorties du projet Mokoriba pour faire ces sorties-là. Donc Mokoriba en fait différencie des fermes qui sont performantes et des fermes qui sont améliorables. On ne va pas prendre ça en compte, mais c'est plutôt pour vous montrer où on se trouve nous sur le territoire R2D2 par rapport à l'ensemble en fait des fermes des régions que vous avez vues. Alors moi ce que ça m'amène en réflexion, c'est vrai vous verrez avec Denis, on est sur des agriculteurs qui sont, je dirais, un peu à l'optimum en termes de raisonnement. Je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin avec eux sur cette optimisation-là. Par contre, on sent qu'on est sur le seuil, vous verrez, d'un changement un peu de paradigme dans cette gestion des ravageurs de culture, mais avec beaucoup de freins aussi par rapport on parlait des bandes fleuries, des espaces qui sont sortis pour la biodiversité, comment on gère cet aspect économique et financier des exploitations, qui prend en charge ces coûts-là, et puis aussi des agriculteurs qui sont aussi en attente qu'on leur explique ce qu'on peut gagner en utilisant ce type d'aménagement, et c'est pas toujours facile de le démontrer. Donc, en tout cas, on est sur des agriculteurs, retenez, qui sont sur une dynamique d'économie assez forte, en tout cas, par rapport au réseau défi. Je vais aller assez vite, c'était pour vous montrer quelques données vraiment auxiliaires liées au parasitisme. Donc je vois que je vais aller vite en fait sur les parcelles suivies, vous voyez entre 12 et 17 parcelles suivies chaque année avec différents types de notations, différents timings de notation en fonction de ce qu'on voulait voir. Mais je voulais quand même vous montrer, alors là on n'y voit pas grand chose, c'est un peu toutes les parasitoïdes qui peuvent avoir une importance dans la gestion des ravageurs du colza. Donc on ne voit pas grand chose, mais retenez qu'on a des parasitoïdes du genre Tersilochus ici, Diopsilus, Phragis. Voilà, donc je passe assez vite parce que ça on pourra en rediscuter par la suite. Mais ce que je trouvais intéressant de vous montrer, c'est qu'on a fait des calendriers, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'informations, hein, c'est sur ces parasitoïdes-là, des calendriers de présence dans les champs de colza et des calendriers d'émergence du blé qui suit, enfin des céréales qui suivent le colza. Et donc en fait on se rend compte, et ça c'est vachement intéressant, qu'on a des émergences qui sont dès le début du mois de février. Donc ça c'est des choses qu'on n'avait pas forcément en tête. Par exemple, ici c'est un parasitoïde de l'altise d'hiver, du charançon de la tige du colza, des méligètes ici pour les deux là, mais vous voyez qu'il y en a du coup un décalage en fait par rapport aux périodes d'émergence, ça se succède dans les champs. On a les 3 années 2020, 2021, 2022, mais retenez quand même qu'en fonction, alors c'est lié au climat de l'année, mais globalement que dès début février, on peut avoir des émergences. Ça nous a amené aussi à mieux réfléchir en fait le positionnement de certains insecticides, notamment sur le colza, pour éviter, comme le charançon de la tige, pour éviter de nuire en fait à ces insectes-là. Mais du coup, dans un premier temps, on a vraiment ciblé de voir quand est-ce qu'ils émergeaient. Ensuite, on a essayé de voir un petit peu comment ont évolué les populations de ravageurs. Alors ici, vous avez des captures en cuvette. Retenez que les captures en cuvette, ça permet de piéger les adultes. Ce n'est pas toujours représentatif ni de la présence des larves dans les plantes, ni des dégâts
au final, mais on le prend quand même comme un indicateur de la présence de l'insecte. Donc vous voyez que globalement sur l'altise des crucifères, on est très très bas en piégeage. Le charançon du bourgeon terminal, on en a quasiment pas vu depuis 2020. Là. Et puis, vous voyez, l'altise d'hiver, en début, il y en a quand même, on en piège, hein, il y en a dans les cuvettes jaunes. Après, ça c'est pour le charançon des siliques, charançon de la tige, les méligettes ici. Hein, retenez que ce qui est significatif en termes de capture, c'est l'altise d'hiver et les méligettes, qui sont quand même relativement en diminution au fil des années du projet. Donc après, vous comprenez hein, que sur un projet territorial, c'est compliqué de comprendre ce qui a vraiment joué. Hein, le but, c'est pas forcément d'expliquer chaque chose, c'est de mettre en place tous les leviers qu'on peut à l'échelle du paysage et du territoire pour pouvoir aller dans le sens souhaité. Donc là, je vous mets en regard en fait les présences de méligettes. Donc là, c'est des nombres de méligettes par plante au pic de présence. Et puis les taux de parasitisme. Donc en fait, on a de 2020 à 2023, vous voyez, hein, en moyenne, alors il n'y a pas énormément de parcelles. Hein, de suivi, ça on en parlera aussi dans la méthode, c'est vachement important. Mais en gros, vous voyez 15% ici, 29-30%, et on n'est pas sur des taux faramineux en termes de régulation biologique. Et de la même façon, on n'a pas forcément un plus à l'intérieur du territoire du projet par rapport à... Là ici, on est à l'extérieur du projet, sur des parcelles qui sont à l'extérieur du territoire du projet. On est sur des infestations proches du seuil et puis sur des taux de parasitisme plutôt faibles qui tendent à diminuer. Et donc, comme je vous dis, une dynamique assez similaire finalement entre le secteur et puis R2D2 et son environnement immédiat. Si tu reviens juste avant, oui, parce que je disais, ouais. Faudrait le vérifier ouais. Avec la spécificité du parasitoïde. Et en 2020, on doit être à un pic de méligettes et après les populations baissent. Le pic de parasitoïdes, il est l'année suivante. Tout à fait. Donc, il y aurait un lien. Oui. Les parasitoïdes baissent jusqu'à un niveau très bas. Oui. C'est-à-dire que 2024-2025, il faut s'attendre à une remontée de la méligette. Ouais. Et ça, je sais pas s'il y a beaucoup de modèles comme ça pluriannuels, mais ça pourrait être des outils, justement, sur des trucs pilotés, ça peut être des outils intéressants pour dire attention. L'an dernier, vous avez presque pas traité, et puis, en 2022, on pourrait imaginer une prévision en disant, regardez, 2020, 2021, 2022, 2023, vous aurez certainement pas grand-chose. Par contre, attention, 2024, préparez-vous à traiter, soyez plus vigilants parce que vous risquez d'avoir une remontée. Ouais, tout à fait. Alors la difficulté de ça, ça nous a fait pas mal cogiter, parce qu'en fait, c'est la notion aussi de variabilité intraparcellaire de ces variables-là. C'est des techniques qui sont assez coûteuses quand même. Il y a des échantillons de larves à prélever, on fait ça par biologie moléculaire, c'est assez coûteux pour les analyses. Donc du coup, on est restreint dans ce qu'on peut analyser. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en tout cas, sur l'altise, on avait des variabilités intraparcellaires qui pouvaient être assez importantes. C'est-à-dire que le parasitisme, il n'est pas identique et qu'en fonction de l'endroit où tu le prends dans la parcelle, ça peut varier assez fort. Je crois là, on a une parcelle où on a fait des mesures, on a fait 30 mesures dans la parcelle, on est entre 10 et 45% de parasitisme. Donc c'est vrai que c'est aussi, je dis ça pour que ces résultats-là soient aussi pris avec des pincettes. C'est pas parce qu'on mesure un point dans une parcelle qu'on a une valeur qui est représentative. Mais voilà, en tout cas, voilà, je pensais important de donner une notion de cette variabilité. Alors il y a à la fois l'importance d'échantillonner pas mal de parcelles, mais aussi l'importance de peut-être à terme de faire plusieurs points dans les parcelles. La variabilité, elle est liée à une distance à une IAE? On l'a pas forcément. Non. On a essayé de voir s'il y avait des liens avec la présence de larves. Par exemple, est-ce que dans des zones où il y a plus de larves, on a plus de parasitisme? Pour l'instant, on l'a pas démontré. Alors, on doit encore poursuivre les études, mais on peut s'attendre en tout cas à ce qu'il y ait des différences qui soient liées à la pression larvaire, bien qu'on l'ait pas mis en évidence. Donc ça, c'est pour vous montrer en fait aussi sur cette diapo-là que le parasitisme a augmenté. Donc voilà, je ne vais pas vous dire il a augmenté parce qu'on a mis des fleurs, parce qu'on a changé. Parce que de mon point de vue, on est vraiment sur... on peut encore progresser hein, sur cette notion d'habitat, et je ne pense pas que tout ce qui a été mis en place, c'est pas pour discréditer ce qui a mis en place, mais c'est pour vous dire que pour modifier sur le long terme
Les populations de parasitoïdes, je pense qu'il faut un certain temps et je ne suis pas persuadé que ce qu'on observe là, ça soit lié à nos actions. Ça peut être, comme tu disais, aussi beaucoup lié aussi à des dynamiques au sein des liens avec les ravageurs, mais en tout cas, on a une progression. À la fois, donc qui est visible un peu plus sur le territoire du projet qu'à l'extérieur, mais en tout cas, voilà, on remarque que par rapport au début du projet, on a des taux qui sont supérieurs de parasitisme là cette année. Et après, aussi, ce qu'on voit, c'est qu'on a des pressions larvaires qui sont relativement faibles, quand même. Je pense que de ce qu'on a vu des résultats, un des leviers, je pense, les plus puissants qui a été mis en place, ça reste les intercultures pièges. Voilà. Donc je vais passer assez vite sur la bruche pour vous montrer que ici, taux de grains bruchés, vous voyez, ça explose. On a des problèmes de bruche sur le pois et la lentille qui sont assez forts en fin de projet. Donc ça nous incite vraiment à considérer dans le projet Concerto, qui est la suite du projet R2D2, cette problématique-là et de voir comment on peut l'adresser avec les agriculteurs, soit par des techniques de piégeage, soit par du push and pull, etc. On réfléchit pas mal à ça en ce moment. Et puis des taux de parasitisme, du coup, qui sont quand même très faibles. Donc là, ça interroge. Ouais, je me suis aussi interrogé. Voilà. Donc là, j'ai pas de réponse sur ça. Mais en tout cas, ça interroge. Est-ce que c'est en lien avec les surfaces cultivées? Alors, les surfaces cultivées ont baissé, effectivement. Donc on peut avoir une concentration peut-être des... Oui, elles ont baissé parce que les agriculteurs sont en difficulté. Je pourrais vous retrouver les chiffres, mais ça a baissé assez fort. Ouais, mais du coup, si une association avec la févrole devient un peu systématique, la févrole que tu mets en association avec le colza, les ressources pour les roches, du coup, non? Non, parce que du coup, c'est gélif. Okay. Donc tu entretiens pas. Non, c'est distinct. Non, ouais. J'avais entendu, mais peut-être que vous le savez Oui. tous, que la source de contamination, c'est beaucoup les silos en fait, Oui. de stockage. Oui. Et du coup, enfin, je ne sais pas si la structure elle est économique en fait. Alors c'est une question qui est souvent soulevée, effectivement. Moi, c'est vrai j'ai relativement peu investigué ça. On l'entend beaucoup. Je vous avoue, personnellement, j'ai pas creusé cette question-là de savoir est-ce que c'est réel ou pas. Moi, mais Tu mets un gros fil insecte au-dessus d'un silo, qui est pas au-dessus de l'autre. Mais si c'est bien ça, ouais, si c'est ça, en tout cas, c'est vrai que du coup, ça rend compliqué, en tout cas, cette gestion par des moyens, d'autant plus que sur ces cultures-là, on n'a pas, aujourd'hui, nous, on n'a pas de connaissances de levier qui pourrait permettre de gérer ça. Du coup, si on veut garder un peu de temps, le bilan, je vous le passe rapidement, hein. Vous voyez, c'est la mobilisation d'agriculteurs, des changements de pratiques importants, et puis des actions concertées à grande échelle. Je pense qu'une des sorties les plus importantes du projet, c'est d'avoir réussi à travailler avec les agriculteurs à cette échelle-là. J'ai discuté avec quelqu'un là de Rothamsted Research en Angleterre qui disait que eux, ils n'arrivaient pas à travailler avec des agriculteurs sur des territoires. Donc, je pense que ça peut être une sortie vraiment intéressante du projet. Et puis de poser les bases en fait d'une gestion agroécologique en fait des ravageurs d'automne du colza avec justement une imbrication à différentes échelles. Voilà, je vous remercie de votre attention. On a peut-être un peu de temps pour des questions du coup, même si ça a été fait un peu au fur et à mesure. Mais... Cette présentation, juste question un peu logistique. Après, pour la suite, pour suivre les agriculteurs, vous allez continuer à les accompagner ou vous considérez qu'ils sont finalement autonomes pour gérer ça entre eux? Alors, on a eu un peu peur de manque de mobilisation à la suite du projet R2D parce que le colza, la problématique étant un peu résolue. Mais en tout cas, on poursuit les efforts sur ce territoire puisqu'on a déposé un nouveau projet à appel d'offres défi XP qui s'appelle Concerto qui va prendre la relève. Donc on a différents... donc l'accompagnement par Mickaël que vous verrez cet après-midi va continuer, mais on a d'autres axes de travail, notamment la fertilité des sols.
On pense que c'est intéressant parce que on reste sur ces processus biologiques et on reste sur quelque chose de relativement commun, même si on n'a pas tous les agriculteurs n'ont pas les mêmes types de sols, mais en tout cas c'est assez fédérateur de faire travailler un groupe autour de ces questions-là. Donc Mickaël va prendre ça en main dès maintenant, en fait, d'essayer de voir comment on peut avoir une gestion un peu long terme de la fertilité organique, notamment du sol. Et oui, donc on continue. On a des axes qui ont été, j'ai parlé de la bruge, donc on va avoir pas mal de travaux sur le pois et sur la lentille, même si c'est pas des surfaces très importantes. On se dit qu'il y a quand même quelque chose à faire autour des ravageurs. Et puis sur la culture du colza, je pense que finalement là, je pense qu'on est plutôt bien, en tout cas avec eux, mais on va animer sur d'autres thématiques. Voilà. Et aussi, oui, sur les céréales, peut-être faut qu'on voit comment on peut essayer de les accompagner aussi sur les céréales. Voilà. Est-ce que vous avez investigué d'autres pistes que les grands feux? Je pense aux haies, aux bords de champ, qui du coup apportent peut-être moins de freins puisque pas forcément sur une espèce cultivée. Oui, clairement. Clairement, on avait entrepris de faire du lien avec notamment avec ce que vous faites Hommes des Territoires et avec François Omnes qui avait des possibilités d'avoir un matériel de SEM au bord. Ça n'a pas pu aboutir. Alors, je pense que le groupe n'était peut-être pas forcément prêt encore à travailler ça. Je sais que ce qui s'est passé, c'est que on a réussi à les sensibiliser sur l'intérêt de ne pas faucher systématiquement et plusieurs fois au niveau des bords de chemin et de se rendre compte que ces espaces-là, ils étaient clés aussi pour la biodiversité et qu'ils pouvaient héberger des fleurs. En quelque sorte. Non, on l'a pas poussé, mais en tout cas, le message, c'est pas forcément bien si c'est propre, parce que c'est des habitats qui peuvent être intéressants. Donc oui, ils ont été sensibilisés, il y a moins de fauches, parce qu'en fait on avait fait aussi un diagnostic avec le laboratoire d'équantomologie, on avait fait un diagnostic sur ces habitats-là, donc ça a porté un petit peu ses fruits. Maintenant, sur la mise en place de haies, ça fait partie aussi d'un des grands axes forts du projet Concerto, puisqu'on a autour de la table la LPO et le CPE Lyonnais-Nièvre, et qu'on les a sollicités parce qu'ils peuvent nous aider à accompagner techniquement et peut-être financièrement, en tout cas à trouver des fonds pour remettre en place des haies, parce qu'il y a des agriculteurs qui veulent en mettre en place. Alors, pas forcément de nid cet après-midi, mais en tout cas, il y en a qui sont intéressés pour le faire sur leur ferme. Quand tu dis que vous avez fait un diagnostic dans les bords de champ, c'est que vous avez fait des suivis autour. Alors, on a fait un diagnostic des habitats avec le LEE et de leur qualité. Et ces données-là, elles seraient communicables ou pas sur les bords de champ? Pas sur le l'ellipse, entendu, ça c'est des gros sur par exemple, seulement sur le marquage aussi. Et à la partie sur le bruit, il y a la partie des échelles, il y a la partie sur toutes les données après sur le volume. C'est ce que je pense c'est quelque chose qu'on avait fait financer par le conseil départemental de Lyon. Donc cette partie, c'était venu en complément en fait du projet Défi. On a fait ce diagnostic-là grâce à un financement spécifique. Donc je pense qu'il y aura pas de. Si ça t'intéresse, je pense que. Je trouve que ça peut faire partie un peu d'éléments chiffrés, objectivés pour continuer à sensibiliser sur l'intérêt de ces espaces-là qui sont pas forcément très bien. Donc oui, on en est conscient et oui, on a essayé de travailler ça, mais c'est pas. En fait, je trouve que ce qui est plus simple pour les agriculteurs, c'est de maîtriser, donc de semer. Tu vois, quand on passe du champ cultivé c'est plus simple pour eux de se dire on contrôle, on sème et voilà, plutôt que, enfin je trouve, dans les freins psychologiques, je trouve que le bord de champ est peut-être moins, en tout cas nous on a plus de difficultés. Alors tu verras bientôt, il y a un webinaire qui va être mis en ligne. Bientôt, c'est à des échelles de semaines. Oui. Sur la gestion des bords de champ fait par voilà. Et effectivement, le moment de la fauche est très important sur le réservoir. Et même si c'est que de la combinée, il y a quand même un gros réservoir, et en particulier des araignées. Oui. Avec les araignées qui ont des
des capacités de rentrer dans les parcelles beaucoup plus importantes que d'autres bestioles et qui sont actives très tôt en saison. Donc ça peut aider. Enfin, faucher en plein hiver ou juste à la sortie de l'hiver. Oui, là c'était vraiment pour un test de la machine. Vous verrez, on l'a pas fait sur. Les agriculteurs à prendre conscience que, bah non, les graminées, ouais, ok, il n'y a pas de fleurs, mais c'est quand même intéressant pour d'autres bestioles. Je pense que les araignées et puis même les oiseaux, on les a sous-estimés énormément. Et en fait, il faudrait peut-être reprendre plus de travaux sur l'impact des araignées sur les ravageurs dans les cultures. On commence tout juste à le faire, nous, ça a été fait en verger, mais en grande culture, il y a peut-être justement en tout début de saison, quand tous les autres sont en train de dormir, c'est les seuls qui sont pratiquement les seuls qui sont actifs. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on s'est dit en sortant de Suisse, les ourlets, les fameux ourlets, là, qui sont carrément des zones de graminées qui laissent pendant 15 ans, 10 ans. Ouais, exactement. Donc ça nous a fait changer un peu de regard par rapport à ces habitats qu'on disait tiens, on n'a pas réussi nos fleurs là, c'est pas. Et en tout cas en Suisse ils voient pas du tout ces habitats-là du même. Sur le bord de champ tu vas le tailler que en mai ou quand les parasites sont actifs. Déjà on ne retire pas de surface utile. Oui. Et puis c'est quand même aider à la régulation, au réservoir en général. C'est des experts qu'on va apporter au niveau du côté technique agricole sur les bords de champ, justement de faire des suivis. Plutôt hivernaux à bord de champ, notamment sur les questions hivernales. À suivre. Moi, j'avais deux questions. Je me demandais, parce que tu nous as montré un peu les évolutions au fil du temps, les aménagements, les cultures pièges, les banqueries, les évolutions militaires. Mais je ne crois pas avoir vu de suivi de dégâts d'altis ou de suivi d'altis. Alors, c'est pour pouvoir se conjuguer, je sais pas, avec les BRLS, des choses comme ça. Est-ce qu'on voit une évolution finalement en calculation d'altis? En fait, en termes de dégâts, on les a mesurés. En tout cas, on n'était pas sur cette version-là du projet sur une situation aussi dramatique qu'il y a pu y avoir sur les plateaux d'Yonne à d'autres endroits. Après, ce qui a fait aussi l'intérêt du projet, c'est qu'on a pu trouver un groupe qui avait vraiment envie de travailler ensemble. Donc c'est ça qui a fait notre critère vraiment de choix là, de ce territoire-là aussi, c'est de pouvoir avoir ce collectif prêt à s'engager dans des travaux en concertation. Donc, mais je ne pourrais pas te répondre voilà, sur les... Retiens que c'est faible à modérer les dégâts et j'ai pas de tendance forcément à la hausse en tout cas ou à la baisse. Mais en fait, je me demandais, Charles, du donjon de terminal, tu l'as juste un peu cité au début et puis tu as dit qu'il y avait pas, quasiment pas. D'accord. Parce que est-ce qu'on peut imaginer que ça a aussi des effets sur Charles, du donjon de terminal? Oui. Oui, le radis est attractif aussi et ça peut jouer dans la... Alors après, il y a la navette aussi qui est intéressante. C'est la plante la plus attractive, mais qu'on n'a pas, qu'on a testé en microplacette, mais qu'on n'a pas forcément mis dans les suivis parce qu'il y a des problèmes de destruction après. Mais oui, ça peut, pour le charançon, oui. Si, encore des questions. Comment vous avez déterminé les surfaces d'interculture par rapport aux surfaces de l'environnement? Alors, c'est une question intéressante parce que vous comprenez que le succès va plus ou moins dépendre de ça. Donc, en fait, nous, c'est simple, c'est toutes les intercultures longues, culture d'hiver, culture de printemps. Tous les agriculteurs qui mettent des couverts, ils peuvent rajouter du radis, donc on en met un maximum. Parce qu'on se dit que plus il y en a, finalement, plus on va avoir un effet de dilution. En fait, ce qui est intéressant par rapport à cette question-là, c'est finalement, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a une surface minimale qui permet un effet? Est-ce qu'il faut en mettre plus, moins? Et du coup, on a des éléments de réponse, puisque dans les suivis qu'on a avec des partenaires dans la partie nord de la France, on a travaillé avec des couples de parcelles, et parce qu'en fait, c'est souvent compliqué de maîtriser tout un territoire. Donc souvent, on avait une parcelle de colza avec pas loin une parcelle d'interculture. Et en fait, moi je trouve ça vraiment intéressant, c'est aussi la notion de comportement de l'insecte. Il peut avoir des comportements en conditions de choix, par exemple dans des colonnes avec des flux d'air, il peut se comporter d'une façon, mais sur le territoire, il y a d'autres compromis, il y a d'autres choses qui se passent dans les déplacements. Et en fait, on se rend compte que le colza reste quand même attractif si les surfaces d'interculture sont trop faibles.
Si vous avez par exemple une parcelle de 20 hectares de colza et 5 hectares d'interculture, vous n'allez pas tout capter. Et c'est pas parce que le radis est plus attractif en conditions de choix qu'il va capter plus à l'échelle d'une parcelle. Donc en gros, c'est aussi lié peut-être au déplacement. Est-ce qu'il y a un bois avec des altises à côté? Est-ce qu'elles tombent d'abord sur le radis ou... On peut regarder entre guillemets chez nous à partir des Oui. estimations. On est en train, ouais. 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 On est en train, mais on se heurte au frein de ne pas avoir toujours toutes les données territoriales. Mais on est en train de le faire avec des approches paysagères et d'essayer de considérer l'ensemble de la ressource sur tout le territoire pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe, quoi, par rapport aux éléments semi-naturels, au bois. Voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est que bien sûr, la présence, enfin, le succès au niveau de la levée du radis, si on n'a pas suffisamment de radis dans l'interculture, bien sûr, la capacité de piégeage, elle est moindre. Donc là, nous, on vise 25-30 pieds de radis mètre carré pour avoir suffisamment d'attractivité. Parce que c'est souvent mélangé à d'autres choses. On n'est pas en radis pur. Une ultime question. J'en avais deux. Deux ultimes questions. Rapide, une peut-être assez rapide, je ne sais pas trop. Est-ce que, peut-être j'ai pas été attentive sur la date de destruction de l'interculture, est-ce qu'il y a eu des soucis de portance ou de pouvoir entrer dans les parcelles pour détruire dans les intercultures? Non. Non, je te dis, ils essayent quand c'est gelé, en fait, de détruire sur le gel. Donc là, à ce moment-là, non, pas de problème particulier. Parce que Oui, hormis les problèmes de hernie des crucifères. Alors moi, je ne suis pas expert de ça, mais forcément, le radis, étant un crucifère, peut véhiculer aussi ce pathogène. Donc on a des territoires où on n'est pas toujours bien accueillis avec ces trucs-là. Moi, ce que je leur dis, c'est que le but, c'est pas de faire tout pareil que ce qu'on a fait, c'est de s'inspirer peut-être aussi de la logique. Si ailleurs, c'est pas sur de l'interculture piège qu'il faut aller, soit. Mais en tout cas, ça permet de réfléchir qu'ensemble, on peut faire des choses sur des échelles pertinentes. Et j'ai une toute petite question qui est aussi à la... Non, c'est la deuxième. À la démultiplication, du coup, on voit bien que la clé de ce projet, c'est l'animation. Est-ce que... comment tu vois la démultiplication sur d'autres territoires pour apporter on voit clairement qu'il y a des effets quand même non négligeables de ce projet, mais c'est lourd à porter. Et comment tu amènes ça c'est la question de demain. Non, c'est une très bonne question. En fait, on voit que l'accompagnement permet justement, comme tu dis, de faire des choses significatives, de baisser, de supprimer certains traitements, d'améliorer les performances. Est-ce qu'on peut se passer d'accompagnement complètement? C'est un peu, tu vois, le but du réseau Défi aussi. Je pense que c'est important, oui, d'avoir un animateur, justement, et je ne sais pas si c'est possible de s'en passer, et si on veut s'en passer, comment faire, je ne sais pas. Et est-ce que, par exemple, vous communiquez sur d'autres réseaux, je ne sais pas, des G2E, des choses comme ça? Alors, Mickaël, il est sur G2E Magellan. Il est sur Magellan, Mickaël. Et puis, on a des agriculteurs qu'on dit satellites. On ouvre la possibilité à des agriculteurs sur leur ferme isolée. Tu restes très Bourgogne-centré, quoi. Oui, c'est des gens qui sont quand même pas trop loin, qui viennent globalement et qui essayent sur leur ferme de mettre en place. Mais sans l'accompagnement, honnêtement, je ne sais pas comment. Ça pose question. Qui est sûr. Oui, le temps de débat sur cette question-là, c'est très Pour conclure, effectivement, l'accompagnement est obligatoire et on est aussi sur une technique qui est du piégeage. Et il faut faire attention. Nous, on a eu des cas en production. On a des petites surfaces où, quand ça marche très bien, il n'y a plus de ravageurs. Et s'il n'y a plus de ravageurs, quel est l'intérêt de mettre en place la technique? Et du coup, le producteur arrête et les ravageurs reviennent. Et il ne se retourne pas forcément vers la technique du piégeage par la suite. Parce qu'il a l'habitude de faire, c'était plutôt les phytos, et ça peut partir vers les phytos. Donc c'est vraiment un truc fort. Et c'est pour ça que je pense qu'un animateur est important pour animer le territoire, mais aussi pour faire perdurer la technique et dire attendez, vous n'avez pas d'altis,
Parce que vous continuez à mettre en place vos intercultures pièges. Donc n'arrêtez pas. Et en fait, ce qui me semble important, on va en parler peut-être cet après-midi, mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est de comprendre en fait ce qu'il y a au-delà des freins techniques. Parce qu'il y a des freins techniques, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup d'autres freins, c'est comment on les appréhende, comment on fait pour les lever. Et l'animation peut le permettre, mais il faut aussi avoir des connaissances, des compétences qu'on n'a pas toujours quand on commence ce type de travail. Des fois, on se sent un peu démuni, parce que des fois, c'est des simples problèmes de représentation. Tu connais bien par rapport au bord de champ, c'est le salissement des bords de champ, etc. Est-ce que ça va sauter dans ma parcelle? Comment? Pourquoi? Donc, il y a... C'est pas la technique qui est là. Je vous propose que toutes les